Bonjour et bienvenue, je m'appelle Anthony Touchard, vous écoutez Graines d'investisseurs, le podcast fait par un investisseur pour les investisseurs. Ici on parle d'immobilier, de développement personnel et d'entrepreneuriat. L'objectif de ce podcast est de vous donner des clés et des conseils et pourquoi pas vous aider à entreprendre le changement de votre vie. Alors installez-vous confortablement, je vous souhaite une bonne écoute, c'est parti. Bonjour et bienvenue tout le monde, bienvenue dans ce tout nouvel épisode du podcast Graines d'investisseurs. Comme d'habitude, c'est Anthony et c'est toujours un plaisir de vous accueillir pour l'épisode du jour. Un épisode plutôt chargé au niveau des actualités immobilières parce qu'il y en a eu plein cette semaine. Donc on va voir tout ça ensemble. En tout cas les amis, j'espère que vous avez passé une très bonne semaine, que tout se passe bien de votre côté, que la famille va bien, que tout va bien dans le meilleur des mondes. C'est tout ce que je vous souhaite. Bon, on va commencer directement par les actualités personnelles. Écoutez, je suis officiellement en recherche de notaire parce que j'ai appris que mon notaire partait en retraite. Donc, il prend plus de dossiers, il met de l'ordre dans ses affaires pour transmettre le flambeau. Et j'ai pas trop la foi de continuer avec d'autres personnes autres que la personne que j'avais actuellement, même si c'est la même office notarial. J'ai eu d'affect uniquement pour lui, en sachant que j'étais déjà passé par un autre notaire de ce cabinet-là et j'avais pas trop kiffé. Donc là, je suis en recherche de notaire, ce qui fait que j'ai un compromis qui est en cours pour pour l'achat que je vous ai parlé la semaine dernière, l'immeuble. Et donc je me retrouve sans notaire, plutôt problématique. Ce qui fait que bon, je vais devoir passer par le notaire du vendeur. Ce vendeur-là est un gros promoteur du nord de la France et il m'a fait passer par son notaire. Donc là, je me tâte. Est-ce que je prends son notaire pour me faire des connaissances en sachant que c'est un notaire euh, high level, tu vois? C'est-à-dire que c'est plus un notaire d'affaires. Alors, il fait toujours de la transaction immobilière, hein, on est d'accord, hein, il fait de l'achat, de la vente. Mais par contre, voilà, on est sur un notaire qui a vraiment des grosses compétences. Donc, je suis en train de voir, est-ce que je passe uniquement par ce notaire-là pour me faire le contact et lui ramener d'autres affaires qui seraient donc, je pense, plus enclin à me prendre, ou je me prends mon notaire à moi que je ne connais pas encore. Alors, ouais, pour l'instant, je suis en plein doute, je ne sais pas trop. Je sais que je conseille de chacun avoir son propre notaire. C'est faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Non, mais voilà, là, c'est une situation assez problématique. En plus, il m'a même pas prévenu, hein. Il m'a même pas prévenu qu'il prenait sa retraite. Enfin, donc ça c'est première actualité personnelle et la deuxième actualité personnelle c'est que bah ça y est on commence le marathon des banques. Je vais commencer par mon banquier. J'ai rendez-vous la semaine prochaine euh, pour lui faire financer cet achat. Normalement on avait fait une simulation. euh, Normalement ça devrait pas poser de problème. C'est un petit montant, c'est 120 000 euros ou 130 000 euros tout compris. Donc c'était relativement un montant assez faible qui devait passer. Maintenant, voilà, comme on dit, les écrits restent, les paroles s'envolent. Mais bon, j'ai pas eu de papier, donc j'espère qu'il va tenir sa parole et qu'il va me financer. Après, écoutez, on fera le nombre de banques nécessaires afin de trouver ce financement. Donc, au niveau actualité perso, les amis, il n'y a pas grand chose aujourd'hui, hein. On peut pas avoir des semaines extraordinaires toutes les semaines. On va commencer directement, enfin, on va poursuivre plutôt par l'actualité immobilière de la semaine. Une actualité plutôt chargée, vous allez voir. Et on va commencer tout de suite par le Pinel Plus. Je vous en ai parlé la semaine dernière. Du coup, je me suis un peu plus projeté dans ce dispositif qui est le Pinel Plus. Alors, qu'est-ce que c'est le Pinel Plus? Les critères qui devront bientôt respecter les logements pour bénéficier de la réduction d'impôt maximale. La loi finance pour 2021
prévoit une réduction progressive du taux de réduction d'impôt Pinel à partir de 2023. C'est-à-dire qu'à compter de cette échéance, seuls les logements respectant certains critères de qualité et de confort pourront continuer à bénéficier d'avantages à taux plein. Il faut savoir que pour être éligible au Pinel+, les logements destinés à la location, il faut savoir que maintenant, ils vont devoir respecter une taille minimale par typologie de bien. C'est-à-dire que pour un T1, on va être sur du 28 mètres carrés, 45 mètres carrés pour du T2, 62 mètres carrés pour du T3, 79 mètres carrés pour du T4 et 96 mètres carrés pour un T5. Ils devront ensuite systématiquement être pourvus d'un espace extérieur privatif. C'est-à-dire que maintenant, vous devez avoir un balcon et présenter une double exposition. Alors la double exposition, nuance, c'est uniquement à partir du T3. Maintenant, on va parler un peu des taux de réduction d'impôt. Alors actuellement, vous savez que, ou si vous ne le savez pas, je vous le dis, mais actuellement, les taux Pinel, c'est 12%, 18% et 21% du coût d'acquisition, selon la période d'engagement locatif, 6, 9 ou 12 ans. Et bien, il faut savoir que cette réduction d'impôt va tomber à 10,5%, 15% et 17,5% en 2023. Puis, en 2024, il tombe à 9, 12 et 14. Donc, si on prend la durée la plus longue, à savoir 12 ans, on passe de 21% à 14% en 2024. C'est pas terrible. Franchement, c'est pas terrible. Il faut savoir qu'ils ont fait ça parce que le Pinel, c'est une manne financière qui s'échappe des mains de l'État. J'ai plus les chiffres en tête, mais franchement, c'est plutôt pas mal d'impôts redistribués. Et donc, ça fait une perte financière pour l'État. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont décidé de réduire ce pourcentage. Après, voilà, un Pinel, Pinel Plus, en fonction, il faut pas être tranché dans son avis. Il y a pour certaines personnes, le Pinel peut être pas mal. Et puis, il me semble que je vous ai fait un épisode consacré au Pinel, mais on peut faire du Pinel et s'en sortir très bien. C'est-à-dire que, imaginons, tu achètes une fin de programme, tu arrives à bien négocier le prix, etc., etc. Le Pinel peut être plutôt pas mal. Ça peut être un bon investissement. Et à contrario, ça peut être aussi un très mauvais investissement. Donc voilà, il ne faut pas être tranché. Il y a pour certaines personnes, c'est plutôt cool le Pinel, pour d'autres, pas du tout. Allez, on continue. Après Evergrande et Fantasia, un nouveau promoteur immobilier chinois est à bout de souffle. Le promoteur cynique a annoncé qu'il ne pourrait pas rembourser un emprunt de 216 millions d'euros. Le secteur immobilier a été l'une des locomotives de l'économie chinoise avec la construction de millions de logements, notamment parce qu'il y avait le besoin de la plupart des Chinois d'accéder à la propriété, et il faut savoir que c'était une étape quasi obligée dans la promotion sociale en Chine. Maintenant, face au gonflement de la dette dans l'immobilier, les régulateurs ont imposé au secteur des ratios prudentiels qui va viser à réduire le recours à l'emprunt des promoteurs. Et il faut savoir que du coup, les plus fragilisés peinent depuis à maintenir à flot leur activité, alors que les ventes et le prix dans l'immobilier ont fortement ralenti ces derniers mois, notamment en fait dès qu'il y a eu ce tsunami Evergrande qui commence à arriver, tout le secteur s'est mis en alerte. C'est-à-dire que les gens ne voulaient plus acheter, ils avaient peur de l'immobilier. Et vous savez, c'est le cycle que je vous ai déjà décrit. Et donc là, on est dans un fort ralentissement. Et je fais un petit parallèle sur l'épisode que je vous ai donné la semaine dernière. Moi, je pense qu'il va y avoir un lien de cause à effet, notamment en Chine, mais en France, je pense qu'il va y avoir aussi en France euh, on va être touché. Tu vois, le tsunami, il a lieu en Chine, mais les vagues, elles vont arriver jusqu'en France. Après, ça reste comme mon avis. Je suis pas économiste, je suis pas, moi, je suis personne. Je vous donne je vous donne mon humble avis sur un petit podcast qui s'appelle Graines d'investisseurs. Mais voilà, ça n'engage que moi. Allez, on continue. Alors, je vais vous la donner et puis on va avoir une autre information de cette personne. Et je l'ai gardée pour la fin parce que elle est excellente. Excellente.
Comment la ministre du Logement veut inciter les propriétaires à baisser leur loyer? Comme d'hab, la ministre du Logement, Emmanuelle Wargon, présente ce jeudi 14 les conclusions du cycle de réflexion Habiter la France de demain. Elle détaille à Capital les dernières réformes qu'elle mènera d'ici la fin du quinquennat et livre les grandes orientations stratégiques qu'elle souhaite impulser pour la suite. Je fais que reprendre ces dires, donc entre guillemets, nous allons réformer le dispositif d'investissement locatif loué abordable. Louer abordable est un outil qui permet à un propriétaire de bénéficier d'un avantage fiscal lorsqu'il accepte de louer son logement à des prix inférieurs au prix du marché, à des personnes sous conditions de ressources. Il faut le rendre plus incitatif, et pour cela, nous allons modifier les plafonds de loyer et les avantages fiscaux pour que localement, le rendement des propriétaires soit comparable au rendement observé sur le marché libre. Alors, qu'est-ce que je peux dire sur ça? Moi, je vous dirais que si tu compares les rendements observés sur le marché libre, on va être. Je vais te prendre Lille. Le rendement comparable à Lille, on va être autour de 3, 4, 5%. Maintenant, un investisseur qui est vraiment actif dans la recherche d'indépendance et qui met au max son investissement pour qu'il lui amène des fruits, tu vois. Et ben, je pense que à Lille, tu peux faire du 8, 9%. Alors le problème, c'est que elle va pas se comparer aux investisseurs à nous. Elle va pas se comparer à nous, investisseurs qui cherchent à, à faire fructifier vraiment quelque chose. Non, elle va prendre des investissements bon père de famille. C'est-à-dire que tu vas aller dans ils vont prendre des produits clés en main. Ok, ce produit clé en main, il te rapporte 4%. Ok, donc c'est-à-dire que nous, on va se baser sur du 4%. Et donc, je pense que ces rendements-là, au final, bah, ça va plaire à une majorité de personnes. Maintenant, pour nous, investisseurs, je pense que ça va être plus problématique. Surtout le fait que, je le répète, mais elle veut rendre ça incitatif. C'est-à-dire que ils vont quoi, carrément modifier les plafonds de loyer, les avantages fiscaux, etc. etc. Donc, moi, j'en dis pas grand-chose, mais je pense que c'est pas... C'est, il y a trop de manipulation. Voilà, je pense qu'il y a trop de manipulation et que pourquoi chercher vraiment à toujours tout contrôler? Laisse faire, laisse faire. Le marché va se réguler tout seul. Après les gars, je vous vois venir. Parce que je vous dis pas tout, mais j'ai certaines personnes qui m'ont dit que j'étais un foutu capitaliste. Et du coup, alors, il n'y a qu'une personne qui m'a dit ça. Et du coup, je vais vite faire un petit parallèle. Je pense que c'est cette personne qui m'a mis une étoile sur 5 sur Apple Podcast. Mais c'est pas grave. Moi, ça me gêne pas. Chacun son avis, hein, les amis. Après, comme j'arrête pas de vous le répéter, vous pouvez venir discuter de tout et de rien avec moi. Je sais que j'ai des retours par rapport à des podcasts que je vous fais. J'ai même fait des mea culpa parce que j'avais expliqué une chose d'une mauvaise façon, etc. Et j'avais dit de la merde, clairement. Donc je reste ouvert. Donc ouais, vous pouvez dire que je suis capitaliste, il y a pas de problème. Mais à toujours vouloir tout contrôler, je pense que c'est plus contre-productif que... Enfin, c'est bloquer l'innovation. Ouais, tu vois, enfin, après, je pousse extrêmement loin, mais tu veux tout contrôler. Déjà, on le sait, mais en France, la fiscalité, ça, ça te prend la tête. C'est un truc de dingue. La fiscalité en France est terrible. C'est-à-dire que tu t'y connais pas, même si sur le papier, tu fais une bonne opération. Non, au final, si tu n'as pas intégré ce paramètre fiscal, ton opération peut se transformer en mauvaise opération. Et à vouloir toujours tout contrôler, à chaque fois on rajoute une pièce au-dessus d'une pièce au-dessus d'une pièce, voilà, ça, ni queue ni tête. À vouloir toujours protéger, bref, voilà, je suis un capitaliste. On va clôturer comme ça. On passe à une autre actualité. Et celle-là, tu vois, alors je pense que elle va en surprendre plus d'un. Une mauvaise isolation peut rendre un logement inhabitable.
Un vendeur qui contestait le fait qu'une surconsommation de chauffage puisse justifier qu'ils doivent financer les travaux nécessaires a été débouté. Débouté, ça veut dire que ça a été rejeté. Les défauts d'isolation peuvent en effet, selon la Cour, rendre l'immeuble impropre à sa destination d'habitation et de justifier que le vendeur soit condamné à financer les reprises conformes aux normes. Les juges ont écarté les arguments d'un vendeur qui avait réalisé lui-même son isolation avant de céder sa maison. Il soutenait que la garantie décennale ne concernait que la solidité des ouvrages, dont les défauts peuvent rendre impropres à l'usage, mais qu'une surconsommation de chauffage, exprimée en quelques centaines d'euros par an, ne pouvait pas être un défaut suffisant pour rendre l'immeuble inhabitable. Eh bien, sachez les amis que la Cour de cassation a jugé le contraire. Ce que la Cour de cassation lui reproche, c'est que, en fait, c'est simple, il a réalisé un ouvrage et donc il est tenu à une garantie de 10 ans, comme tout constructeur, même étant un simple particulier. L'absence d'isolant à certains endroits, la pose d'un isolant insuffisant à d'autres, la pose d'un film en plastique non respirant avec l'isolant, sont d'autant de défauts qui rendent le chauffage impossible sans surcoût et rendent alors l'habitation impropre à cette destination. La Cour de cassation a-t-elle admis. Dès lors, le vendeur peut être tenu d'y remédier à ses frais. Les amis, on est sur quelque chose quand même vraiment d'important. Et je vais faire un petit parallèle sur l'épisode où j'ai fait sur les travaux, l'épisode que j'ai fait sur les travaux, où certaines personnes font des travaux eux-mêmes. Vous avez vu, là, c'est carrément un vendeur qui a fait des travaux chez lui, des travaux d'isolation. Il a isolé lui-même sa maison avant de la revendre. L'acheteur, du coup, devenu propriétaire, s'est rendu compte d'une surconsommation de chauffage. Il a dû mener sa petite enquête et il a vu qu'il y avait des problèmes d'isolation. Donc, la Cour de cassation, le propriétaire avait poursuivi le vendeur pour remettre à ses frais l'isolation, ce que le vendeur a refusé. Ils sont partis en procès. Donc, c'est quand même parti jusqu'en Cour de cassation, c'est-à-dire qu'il y a eu une première cour, la Cour d'appel et la Cour de cassation. Donc, il y a quand même 3 jugements qui ont eu lieu au minimum. Et la Cour de cassation a jugé que le propriétaire était dans son bon droit. C'est-à-dire que, vu que, même si c'était et là, c'est ça que j'aimerais venir porter l'attention dessus, c'est que la personne, c'est pas un professionnel. C'est un particulier. Une personne comme vous et moi qui a fait ses travaux. La Cour de cassation a jugé que un particulier peut être tenu responsable à une garantie, entre guillemets, décennale. Donc c'est quand même hyper important, c'est une vraie actualité immobilière comme on aime, qui apporte de la valeur. Donc méfiance quand vous faites vos travaux, faites-les quand même proprement et passez par des pros. Passez par des pros, même si je sais que des fois la différence de prix peut être assez prohibitif. Voilà. Alors, on passe à une autre actualité immobilière. Cette actualité immobilière, pareil, elle fait écho au podcast de la semaine dernière ou il y a 2 semaines, je ne sais plus. Il faut de plus en plus d'apports personnels pour réussir à décrocher un prêt immobilier. Le dernier baromètre de l'Observatoire du crédit et du CSA montre qu'au 3e trimestre 2021, le taux d'apport personnel moyen a été de près de 31% supérieur à son niveau du 4e trimestre de 2019. Et bah voilà, on est en plein dedans, je vous en ai parlé, il me semble que c'est la semaine dernière, je vous en avais parlé, l'apport va devenir un point non négligeable maintenant. On va avoir nécessité à mettre de l'apport, à mettre des petits billets sur la table pour décrocher son prêt. Bon, on nous dit que c'est 31% supérieur à son niveau du 4e trimestre. On va parler en chiffres pour que ça résonne mieux dans votre esprit. Mais en gros, tu as fait un apport de 10 000 euros en décembre 2019. Il faut savoir que si tu fais un apport pour financer le même montant à l'heure actuelle, ça sera plus 10 000, mais ça sera 13 100 euros en moyenne. D'accord. Ça, c'est dû à quoi? Eh bien, les amis, on en a parlé. C'est le HCSF, encore et toujours. Ça avait déjà commencé par la mise en œuvre de la recommandation, puis ça a été confirmé
parce que c'est devenu une obligation. Et en fait, on nous explique que ces recommandations qui sont devenues des obligations, elles ont permis quoi? Elles ont permis de mettre un terme à ces plusieurs années de recul des taux personnels d'apport. Ce recul avait permis de dynamiser les marchés immobiliers, dont celui de l'ancien, et ça avait dynamisé le marché à tel point que aucun dispositif de l'État n'avait réussi à le faire. Et donc maintenant, on cherche à faire machine arrière parce que on est bien au niveau du marché, on est plutôt pas mal. Et maintenant, on cherche à mettre de l'apport. Donc, j'en reviens un peu sur ce que je vous ai dit la semaine dernière, mais maintenant, pour pouvoir décrocher le fameux sésame, l'apport va devenir quasiment obligatoire. Quasiment. Alors, bien sûr, il y aura toujours des exceptions, il y aura toujours voilà, l'exception qui confirme la règle, etc. Mais on va pas se mentir, même moi, je vois que l'apport, c'est nécessaire. Et de toute façon, moi, je suis pas contre l'apport. À un certain moment, en fait, comme j'ai expliqué, j'en ai parlé avec des auditeurs qui m'ont contacté sur Instagram, mais vaut mieux faire ça que rien faire, en fait. On te demande un apport. Pour moi, l'apport, c'est pas rédhibitoire de dingue. C'est-à-dire que effectivement, si tu viens de démarrer, je sais pas, t'as 10 000 euros de côté et tu as envie de le garder en coussin de sécurité. Effectivement, mettre un apport dans cette situation, c'est un peu plus compliqué qu'une personne qui a, je sais pas, 60 000 balles. Mais quand tu es un investisseur, tu as déjà investi plusieurs fois, ça tourne, etc., etc. Tu as eu le temps de mettre de l'argent de côté. Si tu as fait des bonnes opérations, tu es en cash flow positif, ce cash flow là, au lieu de le dépenser, tu le mets de côté ou tu le réinvestis. Effet boule de neige. Moi, ça ne me dérange pas de mettre un apport du moment où j'arrive à décrocher mon prêt. Si je dois... Après, bien sûr, tout est relatif en fonction du montant demandé au niveau de l'apport. Parce que si tu finances un prêt, tu veux financer un bien à 100 000 et qu'on te demande de poser 50, 60 000, effectivement, c'est pas logique. Par contre, quand tu fais un prêt à 100 000 et on te demande, allez, même 10%, 10 000, moi, c'est pas déconnant. 10 000 balles, si derrière, ça te permet d'avoir ton prêt, au pire, derrière, tu fais des travaux et tu négocies le petit différé qui va bien. Eh ben, ok, ok. Vaut mieux mettre 10 000 balles que tu récupéreras sur un an que ne rien faire. Et si tu t'entêtes à te bloquer, à dire ah non, non, moi non, je veux du 110, je veux du 110%, hors de question, je mets pas d'apport, etc. Bah écoute, reste, reste sur la ligne de départ, il n'y a aucun problème. Et il y a quelqu'un d'autre qui mettra l'apport pour toi et qui aura ce prêt. Écoute, parce que les prêts, les amis, les refus de prêt, ils sont sur une, comment dire, sur une montée exponentielle. C'est-à-dire que là, ça fait déjà plusieurs fois que j'essaie de me positionner sur un bien et on me dit, ok, désolé, j'ai déjà eu une offre et tout, et il y a le compromis. Je dis, ok, ça fait déjà le troisième bien que je vois revenir sur le marché. Donc là, c'est une tendance générale hein, en France. Hein. Donc les amis, si tu dois poser 10 000 balles pour avoir ton prêt, let's go. Derrière, t'es logique. Tu mets un petit différé de prêt, etc., etc., etc. Mais vaut mieux mettre de l'apport que ne rien faire. Voilà, c'est le mot de la fin. Et je reviens avec vous sur la dernière actualité immobilière de la semaine. Ce sera la dernière, les amis. Après, je vous laisse tranquille. La maison individuelle, pardon, un non-sens écologique, économique et social. Et je vous le donne dans mille. Qui a dit ça? Emmanuel Wargon, ministre du Logement, crée la polémique. Le modèle du pavillon avec jardin n'est pas soutenable. Cela nous mène à une impasse, notamment au niveau de l'écologie, l'économie, etc., etc. Et ça, c'était déclaré le jeudi 14 octobre. Ces propos ont été relayés notamment par le Figaro et ça a créé une vive polémique alors qu'habiter une maison individuelle est le rêve des trois quarts des Français. Trois quarts, les amis. Et je voulais revenir un peu sur ça parce que moi, ça me rend fou quand tu vois tu peux franchement dans la tête de toutes ces personnes
qui ont entre guillemets, un pseudo-pouvoir, de pouvoir décider pour la place des gens. Enfin, je sais pas, avant de vouloir détruire le rêve de Français, trois quarts, les amis, je répète, mais trois quarts des Français veulent une maison individuelle avec jardin, etc. C'est leur rêve. C'est leur rêve. Avant de vouloir taper là-dedans, est-ce que il n'y a pas autre chose à faire? Je sais pas, vous n'allez pas me dire que la production de pétrole, c'est plus sain que la construction de maisons individuelles. Que, enfin, il y a tellement de trucs, il y a tellement de trucs. Moi, ça me rend fou de s'attaquer En plus, le pire dans tout ça, c'est que elle dit ça, mais t'inquiète pas qu'ils se goinfrent bien les petits, sur les Français qui investissent dans leur construction de leur résidence principale. Et vas-y, les taxes, les frais de notaire, et vas-y, toutes les normes que tu dois respecter, le terrain, énorme. Énorme. Ils se mangent, franchement, ils se goinfrent bien. Et venir taper là-dessus, moi, ça me rend ouf, ça me rend dingue. Quand je vois que tu peux même pas faire construire. Tu vois, alors moi, la construction, c'est pas quelque chose qui me. La construction de maisons individuelles, enfin, tu vois, ce truc-là, clairement, la maison individuelle avec le terrain. Moi, c'est pas mon rêve. Clairement, ce serait cool hein, si un jour je peux, mais je peux pas. Sincèrement, je m'en fous complet. Mais par contre, moi, quand je vois, j'ai la sœur de ma femme qui cherche à faire construire. Et du coup, j'essaie d'un peu, je regardais un peu comment ça se passe. Et quand je vois le nombre de contraintes, putain, mais c'est hallucinant. C'est toi qui poses le gros billet, c'est toi qui vas poser, je sais pas, 250 000, 300 000 balles, je sais pas combien ça coûte, mais tu poses 300 billes, putain, tu peux même pas choisir la couleur de ta maison. Moi, ça me rend ouf. Tu peux même pas choisir. Tu vois, moi, pour moi, la bête de maison individuelle, tu vois, c'est le chemin devant, avec la petite allée goudronnée, mais vraiment en retrait, tu vois. Moi, je kiffe avoir du terrain devant et compagnie et avoir du terrain derrière. Putain, mais quand je vois le PLU, tu peux pas faire. Tu poses 300 billes, tu peux même pas mettre, tu t'es même pas maître de tes choix. Moi, ça me rend ouf. Donc, quand tu viens t'attaquer au rêve de trois quarts des Français, putain, mais dégage, va voir ailleurs. Il y a autre chose à faire que venir faire chier la plupart des Français. Et ça m'a saoulé quand j'ai vu passer cette information-là. Putain, je me suis dit, c'est ouf, c'est ouf. Comme s'il n'y a pas ailleurs à aller taper, putain. Merde. Je pense que vous l'avez compris, les amis. C'est une actualité qui m'a saoulé. Bon, allez, on enchaîne, les amis. On enchaîne avec les questions de la semaine. J'en ai pris plusieurs. Il me semble que j'en ai pris 4. Ouais, j'en ai pris 4. Alors, salut à toi, Anthony. Je viens vers toi pour avoir ton avis sur le HCSF qui arrive en 2022. Pour avoir ton avis sur le HCSF qui arrive en 2022. Et surtout, est-ce que tu penses qu'on pourra quand même continuer à investir sans apport en 2022? Bah écoute, j'ai déjà répondu dans un précédent podcast. Je vais te la refaire vite fait. Moi, je pense que ça va être de plus en plus difficile. Le sans apport va être très, 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 très dur. Et moi, ça sera pas impossible, mais ce sera plus la base, comme ça l'était ces dernières années. Comme je le répète souvent, il y a ces 5-6 dernières années, c'était l'Eldorado. Mais bon, ça va plus se faire pendant, je pense, un certain moment. Il faut que la bulle, pour moi, hein, ça reste toujours que mon avis, mais que la bulle explose et que ça remette tout à plat. Et puis on repartira pour un tour. Après, il faut toujours essayer. Qui ne tente rien n'a rien. Et si tu as une bonne relation avec ta banque, pourquoi pas? Mais voilà, moi je te dis que maintenant, le 110%, ça sera beaucoup plus dur à obtenir. Après, comme je l'ai dit juste avant, pour moi, injecter les frais de notaire, c'est pas déconnant. Il vaut mieux mettre un apport que ne rien faire. Donc, c'est ma réponse sur le HCSF et la vision de l'immobilier en 2022. Arrêter d'investir, non. Par contre, investir de manière différente, oui, ça c'est sûr. Deuxième question. Bonjour Anthony, une question pour toi. Après rendez-vous chez mon banquier ce jour, j'apprends que le taux d'endettement n'est pas le seul frein à nos investissements. En effet, il m'indique qu'une règle entrée en vigueur apparemment en janvier dernier limite les encours à 7 fois le revenu annuel du foyer. En d'autres termes, si les revenus du foyer sont de 35 000 euros, nous ne pouvons emprunter au-delà de 245 000 euros
tout projet confondu. Pouvais- Peux-tu m'en dire plus et y a-t-il un moyen de contourner cette règle? Merci par avance pour ton retour. Alors, euh, oui, c'est une règle qui existe, c'est la règle du ratio passif. Mais il faut savoir que c'est pas nouveau du tout, ça date pas de janvier dernier. Euh, c'est une règle qui existait déjà. Maintenant, quand en fait, il faut comprendre un truc, c'est que quand vous faites une demande de prêt, vous avez le banquier, l'humain, et puis vous avez l'ordinateur du banquier. L'ordinateur, en fait, lui, l'humain, le banquier, du moins le banquier standard, va rentrer toutes les données dans son PC, et puis c'est l'ordinateur qui va établir un scoring bancaire. Le scoring bancaire de votre dossier. Et il y a plein de points qui sont pris en compte dans ce scoring, mais le problème c'est qu'elles sont toujours pas très bien définies par le conseiller bancaire. En gros, euh, pour la faire simple, le ratio passif, c'est un point parmi tant d'autres. Il faut savoir que le bon banquier peut faire sauter certains seuils qu'il veut, et quand il veut pas prêter, il peut sortir cet argument. Il peut dire, ok, désolé, cette règle des 7 fois le revenu annuel, ça bloque, du coup, on pourra pas vous financer. Ça peut être une excuse, comme ça peut être autre chose. C'est comme la règle des 35% et l'obligation d'apport, ça existe depuis très 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 longtemps aussi. Les 33%, ils sont pas d'hier. Les 33%, les 33%, ils existent depuis très très longtemps. Mais certains banquiers peuvent faire sauter cette limite. C'est comme l'apport, sans de base, on va dire non, non, l'apport il est obligatoire. Pap, 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 au bout de trois négociations, on dit que l'apport est ok. Tu vois? Donc voilà, c'est plein de choses. Et puis je te dis que ça va pas s'améliorer avec les règles du HCSF. On va trouver plein d'excuses. Ok? Troisième question. Là, c'est une petite question technique. Salut, petite question revêtement mural. Je suis en train de refaire un appartement et je comptais poser de la toile de verre. Aujourd'hui, j'ai fait visiter un agent pour m'estimer le potentiel locatif. Et quand je lui ai dit que je comptais mettre de la toile de verre, il m'a dit que c'était devenu très démodé et que c'était cheap. Qu'en penses-tu? La toile de verre. Je pense qu'elle doit avoir en tête cette vieille toile de verre. Tu sais, la toile de verre à maille. Je pense qu'elle doit parler de ça. Et j'espère que tu vas pas poser ça, effectivement. Mais maintenant, il faut savoir qu'ils font de la bonne toile de verre lisse à peindre. Et ça te fait un mur tout lisse. On dirait même pas que c'est de la toile de verre. Quand c'est bien posé, bien sûr. Donc, si tu comptes poser de la toile de verre, effectivement, on pose de la toile de verre lisse. Alors, je suis pas expert dans ça, mais il me semble que c'est en grammage. Il me semble qu'il faut prendre du minimum. Au minimum du minimum, c'est 130 grammes. Mais je crois que dans mes souvenirs, il faut prendre du 250 grammes. Quelque chose comme ça. Euh, En gros, plus le mur plus l'aspect du mur est un peu vraiment, il y a des choses à rattraper, plus le grammage doit être fort. Mais franchement, moi je te recommande de prendre du 250. Il me semble que mon artisan m'avait conseillé ça, 250 grammes au minimum. Mais en tout cas, la toile de verre, écoute, tant que tu poses pas de la toile de verre à maille, le truc vraiment dégueulasse où ça fait vieillot. Par contre, dans les appartes, non. Par contre, je trouve pas ça déconnant dans des parties communes de mettre de la toile de verre à maille ou de la toile de verre. Après, si tu veux poser de la toile de verre partout, autant poser de la toile de verre, comment dire, poser de la toile de verre lisse. Mais moi, dans les communs, je trouve pas ça déconnant de poser de la toile de verre, même à maille. Voilà. Euh, Dernière question. Salut Anthony. Je sais pas si tu te souviens de moi, mais il y a quelque temps, tu m'as donné des conseils par rapport à un investissement. Depuis, j'ai investi dans un appartement en LMNP. Avec une simulation grossière, tu m'avais conseillé le LMNP au réel. J'ai suivi tes conseils, j'ai ouvert mon activité le jour du notaire, etc., etc., et j'ai tout passé au réel. Sauf qu'une connaissance qui a une agence immobilière depuis plus de 30 ans m'a dit que le régime microbique permettait de ne pas ou peu payer d'impôts et que la déclaration était bien plus simple. Qu'en penses-tu? J'ai peur d'avoir fait de la merde. Euh,
Salut à toi, effectivement, je me souviens, du coup, j'ai retrouvé notre conversation Instagram et du coup, j'ai regardé. Faut savoir que, premièrement, les amis, je veux mettre quelque chose au clair, mais je fais pas de simulation personnalisée. C'est-à-dire que moi, tu me donnes tes chiffres, euh, je mets ça grosso modo, je regarde si ça concorde, mais par contre, je vérifie pas et je fais pas réellement de fiscalité poussée pour les gens. Alors, quand je vous donne un conseil, pensez toujours, et c'est obligatoire, mais faites toujours vérifier votre dossier parce que j'espère que voilà, dans ce cas-là, que tu as quand même fait une simulation de fiscalité avant de foncer, que tu m'as pas écouté sur parole, tu vois. Parce que j'ai pas la parole, comment on dit, la, la, la bonne parole, tu vois. Je peux me tromper, ça m'arrive encore, et ça m'arrivera encore beaucoup de fois, je pense. Mais faites toujours vérifier. Ne croyez personne sur parole, c'est un conseil. Maintenant, bon, en off, les amis, j'ai contacté cette personne, je lui ai demandé des chiffres concrets pour voir si je- quand même, tu vois, et tout était ok. On était bon au niveau de la fiscalité choisie, on était bon. Donc, il faut savoir que la fiscalité, ça bouge, c'est un secteur qui bouge beaucoup. Alors moi, je te conseille d'investir soit dans une formation, ou soit dans des livres. Je te conseille de bouquiner sur des livres fiscaux en rapport avec l'immobilier et de te former réellement sur le sujet parce que il y a beaucoup de nouveautés. Tu vois, tous les ans, il y a tout le temps des nouveautés. Donc tu dois te mettre à jour tout le temps. Maintenant, euh, la question par rapport à ta connaissance, qui a une agence depuis 30 ans, bah voilà, la preuve en est, c'est qu'il n'est pas hyper bien calé en fiscalité parce que avec du micro bic meublé de tourisme, pourquoi pas? Sache que là, il n'y avait aucun problème, ça peut se défendre. Mais par contre, t'es pas sur du meublé de tourisme. Donc, je pense que lui, il voulait juste pas se prendre la tête parce que faudra m'expliquer que alors bien sûr, s'il veut pas se prendre la tête, il n'y a aucun souci, hein, et tu lui donnes ton CA, et puis il fait au forfait moins 50, ça lui prend 2 minutes à remplir. Mais entre un forfait à moins 50% et un réel, où tu es à zéro impôt pendant 5 ans, et je vois pas où le microbic est plus favorable. Donc clairement, mon ami, forme-toi, fiscalité, euh, un comptable. Le comptable, obligatoire déjà, premièrement. Euh, et il faut que tu saches de quoi tu parles quand même. C'est quand même important. Voilà. Si. Bah, je peux clôturer comme ça. Enfin, j'ai rien d'autre à dire. En tout cas, j'ai vérifié. On était bien sur du réel. C'est la meilleure option pour toi parce que tu n'avais pas d'impôt pendant 4 voire 5 ans. Alors que si tu aurais appliqué le forfait à moins 50, tu aurais automatiquement payé des impôts sur tes 5 premières années. Voilà mon ami. On va passer au sujet du jour. Le sujet du jour, les amis, c'est la rénovation. On va parler parce que c'est un sujet qui peut faire peur, mais pourtant, lorsqu'il y a rénovation à prévoir, souvent, c'est synonyme de gros cash à gagner. Normalement, je mets entre guillemets normalement parce que, voilà, ça peut être mal fait, etc. etc. Il faut savoir que quand tu achètes avec de la rénovation, normalement, le prix au mètre carré il est moins cher. Tu dois avoir une plus-value en attente. Le loyer est normalement plus élevé. La fiscalité peut être allégée plus ou moins de manière importante. Et normalement, tu es aussi tranquille au niveau des réparations pendant quelques années. Maintenant, il y a quand même plusieurs points à savoir. Et il faut surtout bien s'organiser pour pas avoir de surprise. Donc on va voir plusieurs points à vérifier, à faire pour vraiment faire des travaux de manière sereine. Déjà, la première chose pour moi, c'est de vérifier son artisan. La première chose, assurance obligatoire, assurance responsabilité civile professionnelle, une décennale en cours de validité pour le corps de métier en question. C'est-à-dire que moi, je vois des gens, ils sont, prenons un corps de métier, plombier, ok, ils sont plombiers. Le mec, il fait de la plomberie, il fait du plâtre, il fait de l'élec. Enfin, voilà, c'est le couteau suisse de l'immobilier. Sauf que quand tu lui demandes sa décennale, bah, tu vois que il a uniquement pour, je sais pas c'était quoi, plomber. Il a juste une décennale pour la plomberie.
Et donc, c'est-à-dire que s'il y a une faute, un vice, etc., dans autre que la plomberie, bah, sa décennale, elle ne couvre pas. Sa décennale ne couvre pas. Et va te retourner, c'est une galère pas possible après. Et j'en ai parlé, je vous en ai déjà parlé, mais on peut faire aussi par recommandation. C'est-à-dire que, je sais pas, tu as le contact d'un bon peintre. Ok, tu sais que ce mec-là, c'est un bon peintre et que tu vas passer par lui pour la peinture. Et bien dans ce cas-là, appelle-le pour savoir avec qui les bons recommandent les bons. C'est-à-dire que si tu l'appelles lui, il va te recommander quelqu'un qui va travailler aussi bien que lui. Jamais de la vie, moi, je sais que, tu vois, je suis quelqu'un d'assez. Je recommanderais pas une personne en qui j'ai pas confiance. Parce que j'ai une certaine éthique et quelqu'un qui, je sais, qui est bateau, je le recommanderais pas. Et les bons recommandent les bons. Donc, si tu arrives à identifier un bon artisan, vois avec lui, appelle, tu lui dis, écoutez, bah ok, tiens, par hasard, vous connaissez pas un plombier avec qui vous travaillez assez souvent, qui fait du bon taf comme vous, tu lui passes un peu la pommade. Et voilà, une fois qu'il t'a filé le contact, hop, t'appelles. Et tu fais un maillage comme ça, et au final, selon les corps de métier que tu recherches, il y a un nom qui va ressortir un peu plus souvent. Donc ça, c'était vraiment pour les artisans. Maintenant, la deuxième étape, on va dire qu'on avait identifié nos artisans préalablement, ok. Pour pas avoir de surprise dans l'immobilier, la première étape, c'est les devis. Avant de signer un compromis, il faut que tu aies un visuel global sur les travaux à réaliser. Il faut que tu fais une première visite, tu vois, moi comment je fonctionne. Je fais une première visite. La première visite, j'y vais toujours seul parce que voilà, je suis pas sûr que l'affaire soit bien, etc., etc. Et j'ai pas envie de faire déplacer les gens pour rien. Donc moi, je fais la première visite. Ensuite, j'évalue vraiment grossièrement, tu vois, moi, je suis partisan, je sais pas réellement chiffrer et compagnie, mais de manière globale, tu sais approximativement si tu en as pour 10 000, 20 000, 30 000, 40 000, 50 000. Tu vois le truc. Donc je fais ma première visite et au bout de ma première visite, voilà, si c'est potentiellement intéressant et que ça bloque au niveau du prix, voilà, je commence déjà à voir si le prix est négociable. Le prix est négociable, je vois la fourchette. Si c'est OK, je fais OK, ce bien m'intéresse, je reviens avec un artisan qui va me chiffrer ça de manière un peu plus professionnelle. OK? Parce que si tu fais pas ça, tu vas peut-être avoir une surprise au niveau du prix des. Tu t'attendais, je sais pas, allez, imaginons 20 000 balles de rénovation. T'as pas fait passer d'artisan, tu te dis ok, 20 000 balles. Et puis, on arrive vraiment à cette rénovation, puis là tu te rends compte qu'il y a plein de surprises. Que ça, tu avais chiffré à, je sais pas, 2 000, et au final ça te coûte 5 000, que là, plein de choses. Et tu te rends compte que, voilà, tu as une grosse surprise au niveau de la facture, et que tu n'as pas prévu la chose. Donc, pour éviter ça, avant de signer le compromis, il faut que tu sois fixé sur le prix des travaux. Tant qu'on est sur le prix, on gonfle toujours de 10% le devis parce que dans l'immobilier, il y a toujours des surprises. 10%, c'est pas déconnant. Et puis même si jamais, imaginons, tu avais fait un chiffrage de l'espace au centime près et que tu as pris 10% en plus, bah c'est pas grave. Écoute, soit tu as une autre rénovation en cours ailleurs et tu utilises ce budget de travaux pour ailleurs, soit tu le rends à la banque. Et basta, ça va te diminuer tes mensualités. Euh, Là, on a parlé si dans le meilleur des mondes, vous avez déjà vos artisans. Ok. Si jamais vous n'avez pas d'artisans attitrés, vous n'avez pas d'équipe, pas de panique. Soit vous procédez par recommandation et puis voilà, euh, vous avez confiance, entre guillemets. Sinon, si vous n'avez pas d'artisans attitrés, dans ce cas-là, faites faire plusieurs devis. Vous faites venir plusieurs personnes. Alors par contre, attention, vous faites pas, je sais pas, tu fais pas venir le plombier et 10 minutes plus tard un autre plombier. Parce que ça va être hyper mal vu. T'auras aucune réponse, claire et nette. T'auras aucune réponse. Par contre, tu peux t'organiser de manière par demi-journée, tu vois. Tu fais venir un certain groupe d'artisans de corps de métiers différents. Par exemple, je sais pas, un plaquiste, un peintre, un plombier, un électricien. Quatre corps de métiers différents, tu les fais venir à 8 heures, 9 heures, 10 heures. Et puis à 14 heures, tu fais venir quatre autres pour éviter qu'ils se croisent. Voilà, ils vont se dire, ok, ah, le mec, ok,
effectivement il a cherché son équipe. Euh, je vais sûrement travailler avec ces gens-là. C'est 4 corps de métiers différents. Il n'y aura pas de problème. Par contre, si tu fais venir à 13h un plaquiste, à 13h30 un autre plaquiste, ils se croisent, mon pote, laisse tomber. Ça, c'est mauvais bail. Mauvais bail. Euh, deuxième étape, commencez à pré-bloquer vos artisans. Un bon artisan a déjà un agenda assez chargé, et donc plus tôt tu le réserves, mieux c'est. Mieux c'est parce que faut avoir une vision à 3-4 mois. C'est-à-dire qu'une fois l'offre bancaire acceptée, il faut que tu aies bloqué tout le monde. Tout le monde. Parce que un artisan pas dispo, ça peut te retarder un chantier de fou. Et il faut que tu trouves une solution. C'est-à-dire que tu as ton prêt, je sais pas, en janvier, tu as ton prêt, mais ton artisan n'est pas dispo avant juin. Tu fais quoi? Tu laisses ton chantier en stand-by en sachant que sa présence sur le site, elle est nécessaire. Et tant que lui ne fait pas le travail, personne ne peut avancer. Tu fais quoi? Bah, t'es obligé de trouver un autre artisan. Donc, commence à pré-réserve tes artisans. Tu lui dis, écoute, bloque-moi ce créneau-là pour faire ça à ce logement. Dès que j'ai mon prêt, je t'appelle et c'est OK et on book. Comme ça, dès que t'as ton prêt immobilier, hop, tu as déjà réservé tous tes artisans. Ils savent que un mois, 2 mois plus tard, ils interviennent chez toi. Et c'est beaucoup plus plaisant que de devoir retrouver en dernière minute parce que ton artisan te dit écoute, désolé, j'ai un autre chantier et je pourrais pas être disponible pour le tien. Donc voilà, méfiance les amis, ça c'est hyper important. Une autre astuce, demander un différé de prêt, ça je le répète. Alors moi je le demande toujours. Toujours, même si j'ai pas de travaux, j'arrive toujours, c'est quelque chose que j'arrive souvent à négocier, même tout le temps. Maintenant cependant avec des travaux à prévoir, le différé, ça sera pas du tout déconnant à demander et tu n'auras même pas à négocier. Enfin, sincèrement, dès qu'il y a des travaux, le différé de prêt va avec. Quasiment. T'as pas nécessité de devoir négocier le différé de prêt. Euh, Par contre, moi, ce que je vous conseille, c'est le différé partiel. On reste sur du différé partiel, pas du total, parce que différé total, c'est vraiment de la merde. Il y a des intérêts intercalaires qui viennent s'imposer, se mettre entre vos intérêts doux. Bref, c'est mauvais bail. Vaut mieux rester sur du partiel, c'est pas déconnant. Sur un prêt, sur un prêt à 120 000 balles, il me semble que je payais 136 euros en différé partiel. Donc tu vois, c'est pas du tout déconnant comme somme. Le plus long que j'ai réussi à demander, moi, c'est 36 mois. Essayez de demander le plus long possible. Comme ça vous laisse du champ libre s'il y a des choses à faire, mais aussi en fait, ça te permet de constituer ou de reconstituer une petite épargne lors des premiers loyers. Un autre conseil, on évite le bas de gamme. On évite le bas de gamme. Il y a un adage dans l'immobilier qui te dit que le pas cher coûte cher, et ça c'est véridique. Par exemple, si tu mets du revêtement de sol premier prix, laisse tomber, ça va s'user à une vitesse. Ne prenez pas le premier prix, prenez quelque chose de qualité, mais pas du luxe. Je vous demande pas de mettre le plus cher de tout le roi Merlin. Prenez quelque chose en milieu de gamme, ça reste raisonnable. Je vais vous donner un exemple avec les radiateurs. Qu'est-ce que tu vas mettre des grippins qui coûtent 30 balles alors que tu sais que c'est mauvais bail et ça chauffe pas, enfin ça chauffe hyper fort à un périmètre assez restreint, tu l'éteins, la chaleur part directement. Voilà, maintenant les radiateurs, les amis, c'est de l'inertie sèche ou fluide, au minimum. Arrêtez avec les grippins. Et pourtant, le pire, c'est que j'en vois encore qui sont posés dans des nouvelles rénovations. Arrêtez avec les grippins. Après, ça reste que mon conseil, hein. Je vous dis pas comme je vous dis, j'ai pas la parole sainte. Mais les grippins, ça consomme un maximum. Donc niveau facture pour votre locataire, c'est pas tip top. Ça chauffe assez mal. Et puis surtout, dès que tu l'éteins, il y a plus rien. Alors que sur de l'inertie, tu chauffes mieux, ça consomme moins. Et surtout, même quand tu l'éteins, la... il faudrait regarder une vidéo sur YouTube
qui vous explique vraiment bien le fonctionnement de l'inertie. Mais en gros, voilà, c'est une chaleur douce, constante et tout le temps en fait. Et ça, c'est plutôt cool. Même quand tu l'éteins, la chaleur va continuer à se diffuser. Et ça, c'est plutôt cool. Euh, un autre conseil que je peux vous donner, n'hésitez pas à, à mettre de belles peintures et à faire de la déco. Parce que les murs blancs neutres, c'est ok, c'est vraiment neutre, ça permet de faire ce qu'on veut après, etc. Mais une belle peinture bien choisie, ça peut déclencher un véritable coup de cœur. Bien sûr, je ne te parle pas d'une cuisine en verre fluo comme j'ai déjà eu, ou d'un toilette en jaune canari, mais une belle couleur, je sais pas, un petit blanc cassé, une petite couleur top, etc., etc. Surtout, encore plus si vous faites de la LCD ou du meublé. C'est ici, quand vous faites de la LCD ou du meublé, je veux pas avoir de blanc partout. À moins que ce soit vraiment dans le style du Airbnb, style minimaliste, etc., etc. Mais quand tu fais de la LCD ou du meublé, tu dois déclencher ce coup de cœur, tu vois. Et un appartement bien décoré, bien avec des belles couleurs, bah, ça peut déclencher le coup de cœur. Moi, je sais que une, en ce moment, je suis vraiment, tu vois, sur la déco or et un peu bleu canard, mais vraiment léger, tu vois, associé avec des couleurs de forme, etc. Bref, j'ai l'image dans ma tête, je sais pas si tu arrives à visualiser, mais en ce moment, tu vois, je suis un peu sur ce mood et je trouve ça vraiment joli. Et tu vois, moi, si je devrais louer un Airbnb et j'arrive à trouver ce style de déco là, bah clairement, c'est une déco qui me ferait kiffer. Et donc, je louerais. Donc ça, c'est un voilà, petit dernier conseil. N'hésitez pas à faire de la déco, maintenant ça devient vraiment important. Surtout que l'investissement, ça s'est quand même assez démocratisé ces derniers temps. Et il y a plus de concurrence sur le marché. Donc tu dois être capable de sortir du paquet et de montrer autre chose, une autre vision. Et voilà les amis, petit dernier conseil, je l'ai marqué, mais celui-là il est vraiment léger. Quitte à faire des travaux, on les fait tous. C'est-à-dire que si tu es en train de faire des travaux, eh ben, fais tout en même temps. Ça sert à rien de te dire, ok, bah, je vais faire ça là maintenant, puis peut-être plus tard, je ferai ça. Non, si t'es en travaux, mon ami, fais tout d'un coup. Tu seras vraiment tranquille et un bien fini, c'est un bien qui rapporte tout de suite. Tu n'auras pas besoin d'y retoucher, de refinancer, etc., etc. Donc voilà, si t'es en travaux, fais tout tout de suite. Voilà les amis, c'était mes petits conseils, mes petits tips sur de la rénovation. Après voilà, hein, moi je suis pas un expert de la rénovation, c'est pas moi qui fais les travaux, mais voilà, c'est un peu d'expérience et un peu de visualisation de de ce qui se fait sur le marché à l'heure actuelle. J'espère que cet épisode vous aura plu les amis. S'il vous a plu, n'hésitez pas à me soutenir, surtout pour retirer et pour améliorer ma note sur Apple Podcast, pour essayer de gommer cette note une étoile de cette personne qui n'a pas aimé et qui m'a traité de capitaliste, pour essayer de gommer tout ça. Mais n'hésitez pas, mettez-moi un petit 5 étoiles sur Apple Podcast, ça me fera plaisir. Mais posez aussi des commentaires, parce que je reçois comme d'habitude, hein, j'ai plein de messages sur Instagram, des messages de soutien, des messages de félicitations pour ma petite fille et tout. Ça me fait hyper plaisir les amis. Mais le problème c'est que ça c'est la face cachée de l'iceberg. Et quand tu regardes visuellement, le podcast, on voit qu'il n'a pas énormément de notes, il n'a pas énormément de commentaires. Alors que quand je regarde les écoutes, putain, on est pas mal. Donc les amis, n'hésitez pas à un petit commentaire sur Apple Podcast, ça me fera grave, grave, grave plaisir. En tout cas, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram, Anthony-THRD. Vous pouvez m'envoyer vos questions, vos sujets, vos plein de choses, tout ce que vous voulez les amis. Voilà. En tout cas, je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao, ciao.